Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'École du Futur. Je suis ravie de vous retrouver. Au sommaire de cette émission, on ouvre avec un focus gourmand aujourd'hui. Sa passion, transformer les produits du quotidien en création inattendue. Entre créativité culinaire et engagement personnel, il s'engage peu à peu comme l'un des visages à suivre dans la gastronomie d'aujourd'hui. C'est Éloi Spindler et il est notre influenceur du jour dont le portrait est à découvrir dans un instant. Et puis on va parler d'orientation professionnelle aujourd'hui, mais cette fois-ci sous un angle un petit peu particulier, celui de la science, car contrairement à ce que l'on imagine souvent, l'orientation professionnelle n'a rien à voir avec l'intuition, le hasard ou même une forme de destinée. Les chercheurs qui travaillent sur le sujet le disent, s'orienter, c'est avant tout une compétence. Et comme toute compétence, elle peut se développer. Et pour percer les mystères de l'orientation, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Auguste Dumouillat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur en psychologie, spécialiste de l'orientation chez Job Teaser. On va découvrir tout ça ensemble dans un instant. Vous allez le voir, c'est passionnant, mais d'abord, c'est le focus. Nouvelle star des réseaux sociaux, ce cuisinier altruiste et engagé n'a pas fini de faire parler de lui à travers une cuisine plus responsable. Il partage son expérience de la gastronomie sur sa chaîne YouTube. Éloi Spindler incarne une nouvelle génération de chefs qui nous invite à repenser notre façon de consommer. Il est notre focus du jour réalisé aujourd'hui par Dylan Coller. Aujourd'hui, on enfile son tablier et on part en cuisine. Focus sur un chef qui bouscule les codes de la gastronomie, Éloi Spindler. À seulement 30 ans, ce cuisinier nouvelle génération, originaire de Chalon-sur-Saône, ne se contente pas de briller derrière les fourneaux. Véritable star des réseaux, il partage sa passion et ses valeurs sur YouTube, où il cartonne avec des recettes accessibles et engagées. Diplômé de l'école Ferrandi, il fait ses armes dans des établissements prestigieux comme la Tour d'Argent ou encore le Plaza Athénée. Passé également par Londres et Melbourne, il ouvre en 2022 son propre restaurant à Paris, Orgueil, avant d'en ouvrir un deuxième, Colère, en septembre dernier. Des établissements à l'identité forte, inspirés des 7 péchés capitaux. Mais Éloi Spindler ne s'arrête pas là. Toujours dans l'idée de transmettre son travail et sa vision d'une cuisine plus responsable, il partage depuis 2 ans maintenant son savoir sur YouTube. Résultat, une chaîne dynamique où il casse les codes de la haute gastronomie. Au menu, recettes anti-gaspillage, conseils pour mieux consommer et invités de marque. Bonjour et bienvenue dans Finis ton assiette, un concept assez simple. On reçoit un invité qu'on admire et on essaye de lui faire manger un aliment qu'il n'aime pas, qu'elle n'aime pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est une fan d'exception qu'on reçoit. Actrice, productrice, réalisatrice, autrice, Madame Julie Gaillet. Oh, bah alors. Aujourd'hui, on va vous faire aimer quelque chose. On va essayer de vous faire aimer quelque chose que vous n'aimez pas. Ah, la nette. Je sais pas pourquoi. Je n'aime pas. Je l'enlève. Je trouve que ça, dès qu'il y a de la nette, on ne sent plus rien sur un plat. Et même dans le gravlax, ça me donne mal au cœur. Donc j'ai vraiment du mal, quoi. C'est très difficile, la nette. Pourquoi vous avez fait du gravlax? Oui. Il favorise les circuits courts, évitant les pièges du marketing alimentaire. Et tout ça avec un ton décomplexé et accessible. Le jeune chef montre que l'on peut parler de cuisine responsable sans être ennuyeux. Et cette recette a d'ailleurs déjà conquis plus de 200 000 abonnés. Son succès grandissant donne un coup de neuf au monde de la gastronomie qui se veut plus engagé et authentique. Alors, si vous voulez apprendre à cuisiner mieux, malin et sans gaspiller, foncez voir Éloi Spindler. De quoi vous mettre l'eau à la bouche à coup sûr. Merci à tous, bisous, j'espère que la recette vous a plu. Non. Bon, allez, on referme la parenthèse gourmande et on va parler d'orientation aujourd'hui, puisque choisir sa voie professionnelle ne relèverait apparemment pas uniquement d'une décision personnelle, mais d'un ensemble de compétences à développer, ce qui voudrait dire que l'orientation est finalement une discipline à part entière. Mais alors, que signifie apprendre à s'orienter? Pour connaître la réponse à cette question et à tant d'autres, il va falloir rester avec nous, puisque nous allons parler aujourd'hui de psychologie de l'orientation. Ça, c'est pour la partie théorique, mais aussi d'une initiative qui devrait permettre à l'avenir à des centaines de milliers d'étudiants d'apprendre à choisir leur voie. Ça, c'est pour la partie pratique et c'est à découvrir tout de suite dans le talk. Et pour m'accompagner en plateau aujourd'hui, Auguste Dumouillat, vous êtes chercheur en psychologie, spécialiste de l'orientation chez Job Teaser. Alors Auguste, sur ce plateau, on aborde régulièrement la question de l'orientation scolaire, assez peu celle de l'orientation professionnelle. Alors est-ce que vous pourriez nous rappeler en quoi diffèrent ces deux types d'orientation ? Pour commencer, en fait, c'est quasiment la même chose en final. C'est juste la finalité qui change. Sur l'orientation scolaire, on va être sur des débouchés de formation. Sur les orientations professionnelles, c'est des débouchés professionnels, travail, stage, alternance, tout simplement.
Est-ce que finalement, quand on a choisi une orientation scolaire, on peut avoir une orientation professionnelle différente ? Oui, tout à fait. Il y a plein de reconversions, d'événements inattendus qui vont jalonner les parcours de tout le monde, qui font que c'est pas parce qu'on a une formation particulière qui fait qu'on va avoir le métier qui est lié à cette formation-là. Alors avant de parler de ce que propose Job Teaser chez qui vous travaillez, j'aimerais qu'on pose un petit peu le décor quant à l'orientation. Et pour ce faire, j'aimerais qu'on revienne déjà sur un premier chiffre. Et ce chiffre, c'est qu'un tiers des actifs français regrettent leur choix de carrière. C'est énorme quand même, un tiers. Comment est-ce que ça s'explique, ça ? Il y a beaucoup de raisons. Principalement, je dirais que c'est un changement de paradigme. Tout simplement, avant, on était dans des parcours beaucoup plus linéaires, où on avait un choix d'études à faire, avec un choix de métier lié à ces études-là. Justement, par le passé, c'était vérifié. Maintenant, ça l'est beaucoup moins. Où on va avoir vraiment des parcours qu'on appelle plus protéiformes, à savoir avec des cycles professionnels beaucoup plus courts, et justement une orientation tout au long de la vie, et une formation tout au long de la vie. Et du coup, ça peut entraîner plus d'anxiété au fait de est-ce que je suis à la bonne place aujourd'hui ? Au bon moment. Au bon moment. Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup plus d'insatisfaction par rapport à tous ces nouveaux éléments-là. Et ça, c'est plutôt chez les générations qui sont déjà implantées dans le monde du travail, ou ça va concerner plutôt les générations qui sont aujourd'hui en formation et qui entrent progressivement dans le monde du travail ? Les jeunes, hein, finalement. Moi, je connais beaucoup plus la population des jeunes, donc c'est les étudiants du supérieur, mais je pense vraiment que ça touche tout le monde, hein, ces incertitudes-là, et ces questionnements, de savoir si je suis à la bonne place, ça touche tout le monde, en final. Est-ce que ça, c'est un problème qui vient plutôt du monde du travail en lui-même, ou est-ce que c'est plutôt déjà un problème qui se vérifie dans le monde de l'enseignement, c'est-à-dire est-ce que finalement on n'oriente pas assez bien les gens et donc ça se répercute ultérieurement ? Y a, pour moi, déjà considérer l'orientation comme un problème, déjà c'est déjà Oui. un problème. Alors j'ai fait un petit raccourci, hein, j'admets, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, comme on a des problèmes du côté justement de la satisfaction, j'ai fait un petit raccourci. Mais les mots ont une importance. Je vous laisse poursuivre. Et plusieurs responsables, déjà, c'est de comprendre le nouveau paradigme. Pour tout un chacun, de se dire, il est possible que j'ai plusieurs cycles professionnels, il est possible que je doive me réorienter, il est possible que je change de travail tout au long de mon parcours. Ensuite, c'est comment est-ce qu'on fait pour accompagner tous ces changements de cycle. Et c'est là où il y a des nouvelles manières d'orienter pour accompagner tous ces nouveaux éléments. Et c'est pour ça qu'il faut aussi changer les manières d'orienter, que ce soit dans les établissements scolaires, mais aussi par les professionnels de l'orientation. Alors, on ne va toujours pas parler de Job Teaser, mais je vous promets, on va finir par y arriver. Mais avant de ça, j'aimerais qu'on parle de vous, Auguste, ou plutôt de ce que vous faites, votre travail. Vous êtes, je le disais, chercheur en psychologie de l'orientation professionnelle. Qu'est-ce qu'on étudie spécifiquement dans votre discipline ? Alors, je vais scinder un peu les choses. Donc, chercheur en psychologie. Donc, même d'abord chercheur. Chercheur, c'est créer de la nouvelle connaissance. On met en place des protocoles scientifiques pour créer de la nouvelle connaissance. Ça, c'est l'aspect chercheur. Psychologie, c'est avec tout ce qui va être autour du développement humain, les interactions, mais aussi ce qui se passe de manière individuelle. Et après, l'orientation, c'est tout ce qui va être des thématiques autour de l'orientation. Donc, si on met tout ça bout à bout, c'est des protocoles scientifiques pour essayer d'en savoir plus sur tout ce qui se passe autour de l'orientation et de l'être humain. Et alors, en tant que sujet scientifique, j'ai envie de dire quelque part, qu'est-ce que c'est l'orientation ? Comment on la définit ? Alors, il va y avoir plusieurs paradigmes scientifiques. Je ne vais pas tous les détailler ici, mais en gros, je vais en dire le principal, qui est le life design aujourd'hui, qui considère que l'orientation, c'est accompagner les personnes à développer les ressources pour faire face aux défis qu'ils vont rencontrer dans le futur. Et pour répondre à ces défis-là, il y a 3 grandes catégories d'intervention. Ça va être de développer l'adaptabilité, de développer la narration de soi et de la connaissance de soi, et aussi de développer l'agentivité, à savoir le fait que les personnes prennent en main leur parcours, essayent par eux-mêmes des choses pour expérimenter des nouvelles pistes professionnelles. Et si on a ces 3 éléments-là, on va pouvoir à même de faire face au mieux face à tous les défis d'orientation qui vont se poser à nous. Alors, si vous deviez aujourd'hui déconstruire une idée reçue, la principale sur l'orientation, laquelle ce serait ? Moi, je vais en dire 2, du coup. Oui, mais c'est l'émission de la nuance aujourd'hui, donc allez-y, on prend premier, tout ce qu'il y a à prendre. ça va être le dream job.
penser qu'il y a un travail idéal qui nous attend quelque part et qu'il faut aller le trouver, ça déjà, ça nous met une pression sur les épaules qui est assez importante, et de se dire que finalement, il n'existe pas ce dream job-là. Il va y avoir plusieurs situations professionnelles, contextes professionnels dans lesquels on peut s'épanouir. Et la quête du travail parfait peut aussi être anxiogène. On parlait tout à l'heure du fait que c'était anxiogène. Enlever cette pression-là en se disant il y a plein de situations professionnelles dans lesquelles on va pouvoir s'épanouir. Ça, c'est la première idée reçue. Et la deuxième idée reçue, c'est de se dire je vais y arriver tout seul. C'est très dur d'y arriver tout seul. Il faut s'entourer, parler, essayer de développer son réseau, mais de faire appel à son réseau dès qu'on a des questionnements, etc. Parce que seul, c'est beaucoup plus difficile de s'en sortir que lorsqu'on est en équipe. Mais alors, cette question du dream job, finalement, je ne sais pas si vous vous sentez à votre place aujourd'hui. Moi, par exemple, je crois que journaliste, ça a été très longtemps mon dream job. Ouais. Donc, quelque part, moi, je vous dis, si, ça existe. Alors, qu'est-ce que vous nous expliquez derrière ça ? Que finalement, c'est juste la question de la pression qu'on se met qu'il faut évacuer ? Oui, en fait, théoriquement, potentiellement, je vais prendre d'autres exemples, théoriquement, il se peut que journaliste, c'est exactement ce que vous vouliez faire, et ça, c'est super, et félicitations d'avoir trouvé votre place. Mais aussi, des fois, on a une idée reçue sur là où je vais pouvoir m'épanouir. Effectivement, j'ai envie d'être vétérinaire parce que j'adore les animaux, etc. Et c'est vraiment ça que je veux faire. Sauf que la réalité concrète du métier, peut-être que c'est à des années-lumière de ce qu'on pensait que ça allait être. Et donc, ces phases d'expérimentation, comme je disais tout à l'heure dans le live design, ça permet aussi de confronter la réalité face à ce qu'on pense qu'elle est. Et c'est super important. Et parfois, ça déconstruit aussi finalement des éléments dans lesquels on aurait pu se projeter. Et ça, c'est finalement le travail minime, j'ai envie de dire, parce que malheureusement, on n'en a pas assez, mais c'est parce qu'on n'a pas le temps à l'école, mais finalement des stages qu'on peut faire en entreprise qui peuvent peut-être justement nous permettre assez tôt de se rendre compte qu'effectivement, il y a une différence entre le métier que l'on souhaite faire et la version idéalisée qu'on en a et ce qui se passe sur le terrain. Oui, tout à fait. Tout ce qui va être immersion, témoignage professionnel, stage, en fait, ce qu'on appelle l'acquisition des informations. Et donc, il va se faire par différents canaux. Le stage et l'expérimentation, c'est la voie la plus... la plus simple peut-être pour justement... Mais après, il y a plein d'autres manières d'acquérir toutes ces informations-là. Et le but, c'est d'en avoir un maximum, d'ouvrir un maximum le champ des possibles pour avoir un maximum d'informations et ensuite faire le tri dans finalement tout ce qu'on aura pu acquérir comme information. Bon, alors justement, puisque le fait de bien s'orienter, c'est une science, ça signifie que ça s'apprend de bien s'orienter ? Il y a des éléments qui peuvent s'apprendre et d'autres qui ne peuvent pas s'apprendre. Il y a tout le paradigme autour des compétences à s'orienter. En fait, ça a émergé dans les années 2010 avec un chercheur qui s'appelle Sultana, qui nous a dit qu'il y avait un référentiel de compétences pour bien s'orienter et qu'on pouvait les développer. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des personnes qui sont plus à même de mieux s'orienter que d'autres personnes s'il y a la grille de compétences qui est remplie. Et aussi, ça veut dire qu'on peut apprendre sur ces différentes compétences-là. Typiquement, c'est est-ce que je suis en capacité de raconter mon parcours, ce qu'on appelle la narration de soi. Et il y a des personnes qui vont mettre 40 ans à expliquer leur parcours et qui vont se perdre dans des détails, etc. Alors qu'il y a d'autres personnes qui vont être extrêmement concises et qui vont réussir à vous embarquer dans leur histoire. Et ça, c'est des choses qui s'apprennent. Ça tient de la rhétorique, finalement. Là, cet élément-là, c'est plus sur la connaissance de soi et la capacité de mettre des mots sur cette connaissance de soi. Donc ça, finalement, effectivement, ça s'apprend. Est-ce qu'il y a d'autres, peut-être, compétences qu'il est plus difficile, justement, d'apprendre ? Il va y avoir tout ce qui va être technique, de l'ordre de réussir à faire un bon CV, réussir à être performant en entretien d'embauche. Typiquement, ça va être la construction d'un argument, par exemple. On peut apprendre à construire un argument convaincant en entretien. Et ça, c'est des choses qui sont aussi sur lesquelles on n'a pas forcément l'habitude de travailler. De se dire, en fait, lorsque je prépare mon entretien d'embauche, je vais préparer mes arguments clés en main pour pouvoir être le plus convaincant possible. Ça peut être aussi sur la manière de networker, ça va être aussi sur la manière de se présenter en ligne, tout ce qui va être autour du e-branding, etc. Il y a tout un tas... En fait, on a listé, je peux même renvoyer vers le référentiel des compétences à s'orienter de l'ONICEP, qui est spécifique pour les lycéens. Et il va y avoir un deuxième qui va être
pour les étudiants supérieurs qui va sortir bientôt aussi. Alors, ça veut dire que là, aujourd'hui, finalement, de savoir bien s'orienter, donc ça va mobiliser un certain nombre de compétences, certaines qu'on peut apprendre, certaines qui sont un petit peu plus innées. Mais est-ce que vous estimez que c'est un angle mort éducatif aujourd'hui ou est-ce qu'on s'est déjà bien saisi du sujet ? Alors pour moi, l'angle mort, il va pas être sur cet aspect-là, il va être plus sur l'accompagnement humain dans le système éducatif, à savoir que l'apprentissage de ces compétences-là passe par l'humain. On ne peut pas le faire tout seul dans son coin derrière un ordinateur. Il faut vraiment être soit en collectif, soit en rendez-vous individuel avec un professionnel d'orientation. Et ça, le principal angle mort, ça va être les moyens humains pour accompagner cette orientation-là. Deuxièmement, ça va être, comme je disais tout à l'heure, le passage d'un paradigme à l'autre, à savoir donner les ressources aux étudiants, aux jeunes, pour faire face aux différents défis professionnels qui les attendent. Et ça passe par le développement de toutes ces compétences-là. Et ça, justement, c'est ce que vous proposez chez Job Teaser, avec une solution dont on va parler en seconde partie d'émission. Mais d'abord, vous le savez, c'est l'heure d'aller sur la planète tech. C'est la crème de la crème d'Internet, c'est la sélection de Dylan Kohler. Retour sur le plateau de l'École du Futur. Si vous nous rejoignez sur School TV, je suis avec mon invité Auguste Dumouillat, chercheur en psychologie et spécialiste de l'orientation chez Job Teaser. Et du coup, vous l'aurez compris, on parle d'orientation professionnelle sous un angle scientifique aujourd'hui. On continue en seconde partie d'émission. Alors Auguste, tout au cours de la première partie d'émission, on est rentré dans le détail de ce qu'est l'orientation d'un point de vue scientifique. Vous avez commencé à nous distiller certains conseils justement pour bien s'orienter. Ce qui nous amène maintenant à parler de ce que vous faites chez Job Teaser, puisque dans cette entreprise, vous proposez un programme qui s'appelle Career Explorer. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous faire un petit pitch, 30 secondes, pour nous expliquer ce qu'est Career Explorer? 30 secondes. Career Explorer, c'est un projet qui est né d'un consortium, donc on n'est pas tout seul. Il y a l'Université Lyon 1, INSA Lyon, Université Lyon 2 sur la partie recherche et Job Teaser. On a co-construit tous ensemble une plateforme, donc un LMS, donc un endroit où on vient développer des compétences en ligne, spécifiquement dédié au développement des compétences à s'orienter. On parlait tout à l'heure de différents éléments sur lesquels on peut apprendre. Et on a fait une vingtaine de modules pour développer ces compétences-là. On met à disposition
cette plateforme au service carrière des établissements du supérieur qui, eux, ensuite, les donnent à leurs étudiants en fonction de leur contexte et de leurs besoins spécifiques. Alors du coup, ça veut dire que c'est uniquement pour les étudiants aujourd'hui du supérieur, c'est bien ça? Tout à fait. Alors, comment est-ce qu'on va y accéder à ce programme? C'est uniquement à travers les établissements ou est-ce que potentiellement un étudiant qui a envie d'y accéder peut le faire par lui-même? Alors, Non, pas encore. malheureusement, non, pas encore. En fait, comment ça marche, c'est que Job Teaser, de manière globale, donc la plateforme, elle est en lien avec un établissement du supérieur. Donc, et à travers une adresse mail dédiée qui nous est parvenue par l'école, on peut ensuite avoir un code qui nous permet d'accéder à Career Explorer. Donc, probablement, c'est limité aux établissements du supérieur qui sont en partenariat avec nous. Bon. Aujourd'hui, vous avez combien d'établissements avec lesquels vous travaillez? Alors, à l'échelle européenne, on a 800 établissements qui ont Job Teaser comme plateforme et il y a plus d'une trentaine d'établissements qui utilisent Career Explorer dans leur programme d'accompagnement à l'orientation de leurs étudiants. Career Explorer qui existe déjà depuis quelques années, hein, c'est bien cela? Oui, ça fait 3 ans, ouais, exactement. Ouais. Bon, a priori, vous devriez avoir vocation à vous développer et à être proposé à plus d'établissements à l'avenir. Oui, tout à fait, oui. C'est le but. Ouais. Bon, alors on va rentrer dans le détail de ce programme qui, je crois, s'écoule en 40 heures, si je ne me trompe pas. Comment est-ce que ça s'organise? Alors, c'est vraiment du sur-mesure. Les établissements du supérieur vont avoir un besoin très particulier. Je vais prendre un exemple très concret. On travaille avec Sciences Po. Sciences Po nous ont dit, voilà, en licence, certains étudiants vont avoir le choix des masters qui sont faits uniquement par rapport au prestige du master et non pas par rapport à ce qu'ils ont vraiment envie de faire. Et donc, du coup, avec eux, on a co-créé, donc on a construit un programme qui va répondre spécifiquement à cette demande-là, avec des étapes, un premier module, une vidéo, etc. Donc, tout est modulable sur la plateforme pour pouvoir répondre spécifiquement à ce besoin-là. Et ensuite, on met en place le programme et on le donne aux étudiants. Donc en fait, les services carrières vont ensuite inscrire leurs étudiants au programme qu'ils ont eux-mêmes créé. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Alors, à travers ces programmes, finalement, vous cherchez aussi quand même à développer un certain nombre de compétences clés, hein, je crois, notamment apprendre à se connaître. On a commencé à l'évoquer ça en première partie d'émission, à quel point c'est important de savoir se connaître pour pouvoir se raconter. Vous voyez, je suis bien ce que vous nous expliquez. Alors, finalement, apprendre à se connaître, j'ai envie de dire, ça peut paraître un petit peu évident. Est-ce que c'est si difficile que ça? En fait, il y a différents éléments. Il y a ce qu'on pense savoir de nous-mêmes et ce qu'on est réellement. Et c'est pour ça que la construction d'un discours sur soi va permettre déjà de mettre des mots sur qui on est, mais aussi va permettre de se raconter aux autres. Et parfois, le retour des autres sur nous-mêmes va nous permettre d'améliorer la connaissance qu'on a de nous-mêmes. Et donc, c'est pour ça que c'est important de faire l'effort d'avoir un travail introspectif sur savoir qui on est, mais aussi de travailler à la construction de ce discours-là pour avoir un retour des autres sur nous. Et ça, c'est du travail et ça demande à être travaillé, justement. Les étudiants travaillent aussi sur leurs intérêts et leurs valeurs. Pourquoi est-ce que c'est important, ça, pour choisir son futur métier? Il y a différentes ou l'un de ses futurs métiers. Il y a différentes variables quand on parle de la connaissance de soi, notamment l'identification des compétences, qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Il va y avoir aussi donc, les intérêts professionnels qui correspondent finalement aux activités qu'on a envie de faire. Et ça, c'est pour ça qu'on a développé un outil qui s'appelle Marco, qui permet aux étudiants de définir des profils d'intérêt en fonction de certains types d'activités. Est-ce que je suis plutôt quelqu'un de manuel? Est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui va être sur la réflexion de la résolution de problèmes complexes, etc. Et en fait, ça dessine des profils d'intérêt par rapport à des activités. Donc ça, c'est vraiment les intérêts professionnels. Généralement, on commence par ça parce que c'est ce qu'il y a de plus commun et on sait très bien savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas faire. Deuxièmement, ça va être sur les valeurs. Donc ça, c'est super important. C'est dans quel environnement professionnel j'ai envie d'évoluer et qu'est-ce qui va me permettre d'être épanoui dans cet environnement professionnel-là. Par valeur, par exemple, ça va être est-ce que il y a un impact sur la nature? Est-ce que je peux continuer d'apprendre? Est-ce que je peux gagner de l'argent? Parce que la valeur de l'argent, c'est quelque chose d'important. Bien sûr, donc, on travaille pour vivre. Exactement. Et donc voilà, donc intérêt, valeur, ça va être les deux premiers éléments de la connaissance de soi, généralement, quand on travaille sur ça. Et puis aussi le fait d'identifier ces compétences qui entrent finalement, j'ai envie de dire, dans la même lignée. Est-ce que les étudiants aujourd'hui, ils ont du mal justement à évaluer ce qu'ils savent faire ou ce qu'ils ne savent pas faire aussi? En fait, tout le monde a du mal à le faire, pas uniquement les étudiants. C'est un travail qui est extrêmement important parce que
qu'est-ce qu'on aime faire, qu'est-ce qu'on sait faire et ce vers quoi on a envie de se projeter, pour quelles sont les compétences que je dois acquérir pour la suite, si j'ai envie de me projeter quelque part. Mais c'est long et c'est fastidieux, parce qu'on doit reprendre chacune des expériences qu'on a faites pour ensuite les décortiquer en différentes compétences, pour ensuite les identifier et savoir, j'ai celle-là, j'ai un peu moins celle-là, etc. C'est tout ce qu'on fait généralement en bilan de compétences. Donc c'est pour ça que pour les étudiants, avant le supérieur, c'est un peu difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup d'expérience, même si on peut aller les chercher dans les sphères qui ne sont pas forcément celles de l'école. Mais pour les étudiants du supérieur, c'est un peu, OK, j'ai fait tel stage en telle année, j'ai réussi à développer telle compétence. Et c'est comme ça aussi qu'on va pouvoir créer, justement, je parlais tout à l'heure de l'argumentaire face au recruteur. Des bons arguments s'appuient sur des choses réelles et c'est des choses qu'on a réellement fait. Alors ça, j'ai envie de dire, c'est quelque part les compétences intrinsèques. Il y a les compétences extrinsèques, c'est-à-dire explorer par exemple le marché du travail. Ça, vous le faites travailler aussi aux étudiants. C'est quelque chose que les jeunes ne font pas automatiquement, justement, d'explorer peut-être les autres possibilités sur le marché du travail. Alors, tout ce qui va être de l'ordre de l'exploration, c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont être une nature beaucoup plus curieuse que d'autres. Tout à l'heure, je parlais des choses qu'on peut travailler, qu'on peut pas travailler. Des gens qui sont être plus ouvertes que d'autres à être vers apprendre de nouveaux éléments, de nouveaux environnements professionnels, être curieux par rapport à la personne qui est en face de nous, etc., pour savoir quel était son parcours. Et donc, cette exploration-là, du coup, on va la guider pour que tout le monde puisse la faire de manière la plus efficace possible. Ça va passer notamment par des enquêtes métiers, des interviews professionnelles, mais aussi l'acquisition d'informations par tous les autres canaux. Je parlais tout à l'heure, mais ça peut être tout simplement regarder une vidéo YouTube d'un professionnel qui raconte son travail. Ça fait partie de l'exploration. Alors là, on a évoqué quelques-uns des outils que vous avez, quelques-unes des compétences que vous permettez de développer. Il y en a bien d'autres. Malheureusement, on n'aura pas le temps de toutes les développer dans cette émission. En revanche, je le disais tout à l'heure, ça fait donc plus de 2 ans que l'expérimentation elle a été lancée. Plus de 7000 étudiants ont été accompagnés et cela a donné lieu à une étude, notamment pour mesurer l'efficacité de ce programme. Qu'est-ce qui leur sort dans les grandes lignes de cette étude ? Alors, cette étude elle a été portée par l'Université Lyon 2, notamment avec une chercheuse qui s'appelle Madina. Il y a eu une évaluation qui a été faite avant l'intervention, une évaluation qui a été faite après l'intervention, et on a comparé les résultats entre les deux pour voir s'il y avait un impact. Et effectivement, il y a eu un impact et une amélioration des compétences à s'orienter avec l'arrivée de ce programme-là. Ce qui a été fait aussi, c'était de voir, de croiser les données finalement, on aime bien faire ça en recherche, d'avoir, ça c'est des données quantitatives, où on compare deux sets de données, et d'avoir des données qualitatives. Il y a eu plein d'interviews qui ont été menées aussi des étudiants et des intervenants pour savoir dans quelle mesure le programme était efficace ou pas. Et la chance qu'on a, c'est qu'on a eu des bons résultats. Ça aurait pu ne pas être le cas. Donc du coup, on est satisfait, la publication est en cours. Alors l'étude, elle montre aussi que l'implication des enseignants, et on n'en a pas parlé jusque-là, elle joue un rôle clé. Et en même temps, vous avez rappelé que dans l'orientation, on ne peut pas être seul. C'est une affaire de collectif. Ça signifie finalement que l'orientation, elle ne peut pas reposer uniquement sur des outils numériques. Exactement. Et pourtant, à l'heure du tout numérique, où on essaye de nous vendre quand même qu'il fait une grosse part du travail. Oui, ça c'est sûr, c'est l'humain avant tout. Et les outils sont uniquement des outils qui vont permettre de supporter les discussions qui vont être réalisées entre les différentes personnes. Et ce qui peut être aussi intéressant, c'est d'avoir des groupes d'étudiants pour les discussions entre pairs. Parce que quand on a un témoignage de quelqu'un qui nous ressemble, c'est beaucoup plus puissant qu'avoir un professeur ou quelqu'un qui arrive pour nous dire, alors que si ça a été dit par quelqu'un qui est ensemble, c'est tout de suite plus de poids. Bien sûr. Et aussi, ça va être si la parole est portée par un professionnel. Et ça aussi, ça a plus de poids que l'intervenant, malheureusement. Bon, on arrive déjà à la fin de cette émission, mais alors, le petit mot de la fin, si vous deviez donner un conseil à un étudiant qui nous regarde aujourd'hui et qui se sent un peu perdu dans l'orientation, quel serait-il ? De voir ce qu'il y a juste autour de lui, à savoir s'il est dans les établissements supérieurs, il y a des services carrières, aller les solliciter, de discuter de ses problèmes à ses proches et de sortir de cette solitude-là parce qu'elle peut être difficile à vivre. Et que le premier pas, c'est déjà de se dire ok, je suis en difficulté, ok, je vais essayer de faire le premier pas pour avoir de l'aide et ensuite
enchaîner d'autres éléments sur la connaissance, sur l'expression en fonction des problématiques de chacun. Merci beaucoup Auguste Dumouya d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes chercheur en psychologie, spécialiste de l'orientation chez Job Teaser. Merci aussi aux équipes en régie et à Lilian Brémond d'avoir produit cette émission. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. On se retrouve comme toujours avec beaucoup de plaisir demain à 12h30 sur School TV. D'ici là, portez-vous bien.